Salut à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur une console qui a marqué le parcours de bon nombre de gamers, j'ai nommé la Nintendo GameCube. Alors oui, c'est vrai, logiquement nous devrions dire le GameCube, c'est comme cela en tout cas que Nintendo France a nommé la console. Pour ma part, j'ai toujours dit et entendu la GameCube, je suis persuadé que c'est votre cas à vous aussi, alors ne tergiversons pas et laissons le féminin l'emporter. Notre histoire débute en 1998, le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a à cœur de renouer avec le succès d'antan. Pourquoi cela ? Eh bien souvenez-vous, la NES avait été un carton mondial phénoménal. À la génération suivante, Sega a su mettre quelques bâtons dans les roues de Nintendo, sans toutefois être capable d'empêcher la Super Nintendo d'être à nouveau la console de sa génération la plus vendue du marché. C'est avec les consoles 3D que la roue va finir par tourner, non pas au profit de Sega et de sa Saturn, mais de Sony avec sa PlayStation, qui va là aussi représenter un renouveau dans l'histoire du jeu vidéo, avec des titres matures, des personnages tourmentés et des intrigues bien écrites. La PlayStation balaye tout sur son passage. La Nintendo 64 a pris trop de retard. De plus, en conservant le support cartouche, les éditeurs fuient la machine, privilégiant la PlayStation et ses CD-ROM qui offrent des espaces de stockage bien plus volumineux. Pourtant, on est chez Nintendo. Mario 64 révolutionne le jeu de plateforme Ocarina of Time, le jeu d'aventure 3D. GoldenEye est le premier FPS convaincant sur console de salon. On pourrait en citer bien d'autres, cela n'y changerait rien. Les ventes restent décevantes et d'un point de vue commercial, la Nintendo 64 est un semi-échec. C'est dans ce contexte que se trouve Nintendo et son président Hiroshi Yamauchi en 1998. La concurrence n'a jamais été aussi rude. Sony est un ogre et sa PlayStation 2 suscitera forcément toutes les convoitises. Sega a aussi à cœur de revenir dans la course. Sa Dreamcast s'avère extrêmement prometteuse. Cette génération de consoles risque bien de représenter un tournant dans l'histoire du jeu vidéo qu'il s'agirait pour Nintendo de ne pas rater. Un projet est mis en chantier, le projet Dolphin. Bien sûr, tout cela se passe dans le secret des locaux de Nintendo. Ni la presse ni les joueurs n'en savent quoi que ce soit. C'est Nintendo America qui lance le premier indice. Nintendo se serait associé au géant IBM pour un nouveau processeur à la pointe de la technologie. Tout le monde se doute bien que c'est pour une future console. La firme Retro Studios enchaîne et l'explique travailler sur un nouvel épisode de Metroid. Nous n'avons pas aperçu la fameuse Samus depuis la Super Nintendo. Il ne s'agira pas d'un jeu pour la 64, mais pour un certain projet Dolphin. Impossible à ce moment d'en savoir plus, pourtant les cadres de Nintendo y travaillent d'arrache-pied. La console se devra être une machine de jeu privilégiant le multijoueur. Tout comme la 64, 4 ports manettes seront immédiatement intégrés. Elle sera petite, carrée, facilement transportable avec sa poignée. Nintendo prend enfin la sage résolution d'abandonner le support cartouche. Seulement, les dirigeants de la firme regrettent les temps de chargement qu'impose le CD-ROM. Ils optent alors pour des GD-ROM, des mini-DVD de 1,5 Go qui baissent drastiquement les temps de chargement et qui ont en plus le mérite d'être très complexe à pirater. Shigeru Miyamoto en personne travaille sur la manette et elle est un modèle d'ergonomie, un bouton A principal bien mis en évidence, un joystick à la hauteur du pouce, deux gâchettes imposantes et un véritable confort à tenir en main. La console se prépare et un nom est enfin annoncé, la GameCube. Étrangement, c'est loin d'être l'euphorie, c'est que la PlayStation 2 débarque et la console va être un carton encore inégalé aujourd'hui. Elle est et reste toujours la console la plus vendue de l'histoire. Sega ne va pouvoir que constater à la sortie de la PS2 la chute drastique des ventes de sa console. Ce premier obstacle pour Nintendo va très vite être accompagné d'un second. Les grands éditeurs n'ont Dieu que pour la PS2 et comment leur en vouloir puisque la console est un succès colossal qui leur promet des ventes pharaoniques. La GameCube n'a même pas encore vu le jour que la montagne qui lui fait face semble infranchissable. Pire, Microsoft qui se tenait à l'écart jusque-là entre à présent dans la danse avec sa Xbox. D'ailleurs, les deux consoles sortent en 2001 à quelques mois d'intervalle. La bataille s'annonce extrêmement rude. De plus, la GameCube ne propose même pas un jeu de Mario à sa sortie. Nous avons un titre Star Wars d'excellente facture, un nouveau Wave Race et un certain Luigi's Mansion. Eh bien, c'est un premier gros coup de la part de Nintendo. La firme n'a pas menti d'un point de vue graphique, elle rivalise totalement avec la PlayStation 2. Les décors sont magnifiques, les effets de l'eau dans Wave Race saisissants, la puissance technologique de la machine est bien réelle et le génie de Nintendo est sans conteste avec l'excellent Luigi's Mansion. Les débuts ne sont finalement pas catastrophiques et s'avèrent même plutôt prometteurs. Alors oui, la firme mythique associée à Nintendo, Rare, qui a offert les Donkey Kong Country, GoldenEye 64, Perfect Dark, est rachetée par Microsoft pour une somme colossale. Rare aura tout juste le temps de sortir un jeu pour la GameCube, le très bon Star Fox Adventure, et voilà la firme sous l'égide de Microsoft. Nintendo parvient tout de même à s'associer à un grand nom du jeu vidéo, Capcom, qui prévoit les Capcom Files, 5 jeux uniquement prévus pour la GameCube, Resident Evil 4, MGS Twin Snakes, Beautiful Joe,
Killer 7, PN03, Dead Phoenix. Nintendo, de son côté, prévoit de nouvelles aventures à Mario, à Zelda qui, on s'en doute, seront forcément grandioses. Ce n'est pas tout, leur nouvelle console portable, la Game Boy Advance, est un véritable succès. C'est bien simple, c'est la console portable de cette génération la plus vendue et de très loin. Les hits s'enchaînent et forcément, Nintendo va tenter de surfer sur ce succès. Il est possible de connecter sa GBA à la console pour jouer sur un écran de télé ou se servir de la console comme manette. Autre bonne nouvelle, l'ennemi d'antan, Sonic et plus largement Sega, est bien contraint suite à l'échec de la Dreamcast de trouver un nouveau partenaire pour publier ses jeux. Et très certainement dans l'espoir de contrer l'ogre Sony, Sega choisit Nintendo. Et chose totalement impensable, quelques années auparavant, Sonic fait son apparition sur la Nintendo GameCube avec d'abord les excellents Sonic Adventure, des conversions des jeux Dreamcast, puis des titres tout à fait originaux. Fin de l'année 2002 débarque enfin la nouvelle aventure du plombier moustachu, Mario Sunshine, l'un des meilleurs jeux de plateforme de sa génération qui propose un concept étonnant, une pompe à eau en guise d'arme et de moyen de locomotion. Pourtant, non, Nintendo n'a pas lésiné une seule seconde sur sa console. La firme a adopté une stratégie offensive, a tenté tout ce qu'elle pouvait pour ne pas reproduire l'échec de la 64, mais voilà, la PlayStation 2 a frappé un tel coup que Nintendo peine à vendre sa console. Les ventes des jeux Capcom 5 s'avèrent tellement décevants que Capcom sort tout de même certains de ses jeux sur PS2 et annule même l'un d'eux, Dead Phoenix. La GameCube se vend trop peu, ce qui lui fait aussi du tort, c'est que c'est une simple machine de jeu pensée comme telle par Nintendo. Elle doit faire face à la console la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo, la PlayStation 2, qui elle se définit comme une console multimédia permettant d'écouter des CD, de regarder des DVD. Et puis bien sûr, les jeux. On l'a dit, Sony est parvenu avec sa première PlayStation à se démarquer de l'image enfantine qui collait aux jeux vidéo. La PlayStation 2 a poursuivi sur sa lancée et il est indéniable que la machine a accueilli un grand nombre de hits dont il aurait été regretté de se passer. Nintendo, de son côté, est certes parvenu à suivre en puissance la PS2 et la Xbox, est enfin passé au CD-ROM, et paradoxalement, la firme a conservé ses univers colorés, joviales, ces princesses que les héros doivent aller sauver. L'image qu'elle souhaitait transmettre d'une console fun et familiale s'est très certainement heurtée à sa course à la technologie, la différenciant finalement trop peu des autres consoles. C'est quelque chose que corrigera magistralement Nintendo avec sa Wii. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et pour ma part, c'est le regret que j'entretiens avec cette machine, car s'il est vrai que la GameCube et ses jeux sont moins aguicheurs que ceux de la PlayStation 2, on est bien chez Nintendo. Et ce que c'est faire de mieux Nintendo, ce sont des jeux. Alors il y en a peut-être beaucoup moins que sur PlayStation 2, mais ceux-ci n'en restent pas moins grandioses en termes de gameplay, de sensations de jeu, et de ce qu'ils sont capables de faire ressentir aux joueurs, au-delà de l'intrigue bateau de certains, est sublime. Luigi's Mansion ne fait pas véritablement peur, mais il est prenant, drôle, il parodie avec génie les codes du survival horror. Mario Sunshine est bourré de petites idées ingénieuses, de phases de jeu novatrices qui bouleversent toujours un peu plus le jeu de plateforme. Zelda The Wind Waker, l'exemple type. Oh, combien de joueurs ont été déçus par le revirement graphique de la série avec ce cel shading. Et pourtant, ce titre sensationnel est une véritable ode au voyage. Metroid Prime a su se renouveler brillamment avec une jouabilité exemplaire. Et puis bien sûr, ça reste la console du multijoueur, des parties entre amis sur le superbe Mario Kart Double Dash qui offre la possibilité de jouer à deux sur un unique kart. Super Smash Bros Melee, l'un des meilleurs épisodes de la série, les Mario Party, toujours aussi fun, le très bon F-Zero GX développé par Sega, Pikmin, cette nouvelle licence tout à fait originale où on dirige des hordes de Pikmin dans le but de retrouver nos pièces de vaisseau, Donkey Kong Jungle Beat, titre musical se jouant avec des congas, Animal Crossing où l'on se retrouve dans un village peuplé d'animaux, l'excellent Paper Mario et son style esthétique si attachant. C'est un véritable gâchis pour cette console. La firme a souffert de son image enfantine qui accompagnait une console trop standardisée. Pourtant, ces jeux cachaient une réelle profondeur, méritant bien plus d'attention de la part des joueurs. Et c'est bien cela qui fait que même si d'un point de vue commercial, la GameCube a été un échec, ne nous en cachons pas, pour sa merveilleuse ludothèque, elle reste et restera l'une des consoles les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo.